Pour Al-Qaïda, la guerre médiatique est devenue aussi importante, sinon plus, que les actions militaires en elles-mêmes. L'arme, c'est la caméra. Ce qu'il y a de plus impressionnant dans les films de djihad, c'est l'allure des guerriers qui s'apprêtent au combat. Ils respirent la force et l'orgueil. Et puis les discours de Ben Laden, bien sûr. Al-Qaïda ou Ben Laden doivent être les noms les plus connus avec Coca-Cola, sans doute aujourd'hui. Donc ça a une valeur commerciale et propagandiste formidable. Internet permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe réellement. On ne regarde pas la BBC ou CNN. Ils déforment les informations concernant les musulmans. Voici le logo d'Al-Sahab, le nuage, la structure de production d'Al-Qaïda. Le djihad global ne se limite plus aux attentats terroristes et à la guérilla. Et le cyberespace est devenu l'un des champs de bataille de prédilection de Ben Laden. Depuis le 11 septembre, Al-Qaïda s'efforce de conquérir le cœur des jeunes musulmans du monde entier au moyen de centaines de vidéos diffusées sur Internet. Ici à Paris, nous rencontrons l'un des principaux spécialistes de l'islamisme radical. Le professeur Gilles Kepel s'intéresse depuis longtemps aux nouvelles formes du djihad. Toute la propagande audiovisuelle joue un rôle absolument central parce qu'elle a pour but de justifier les attentats terroristes et de s'en servir comme argument pour la mobilisation des masses. Al-Qaïda n'a pas de pratique sociale, ils ne font pas du travail caritatif, ils ne sont pas dans les mosquées, ils ne s'occupent pas d'améliorer la vie des gens au quotidien comme le font par exemple les organisations caritatives qui sont liées aux frères musulmans. Mais leur pratique sociale, ce sont les attentats. C'est le terrorisme, ça consiste à tuer. On pourrait dire qu'Al-Qaïda n'existe plus aujourd'hui qu'à travers le lien que ces productions audiovisuelles font avec le terrorisme. Sans images, Al-Qaïda ne peut pas perdurer. Al-Qaïda est contraint à faire des scoops pour faire parler d'elle. Voilà, on ouvre un site internet et vous pouvez poser des questions à Ayman al-Zawahiri. Les questions numéro 2 d'Al-Qaïda doivent être brèves et concises. Nous nous rendons sur son site. On demande d'abord, est-ce que Al-Qaïda a une stratégie médiatique délimitée? Le leader d'Al-Qaïda ne nous a pas répondu. Pourtant, à Londres, nous obtenons un témoignage de première main sur les dessous de la stratégie média d'Al-Qaïda. Peu après le 11 septembre 2001, Yousri Fouda reçoit un appel qui va bouleverser sa vie. Un intermédiaire de Ben Laden promet à ce journaliste de la télévision arabe Al Jazeera un film sur les attentats. À une condition. Yousri devra se rendre au Pakistan. C'est le début d'un vrai thriller. Ils m'ont bandé les yeux pour me désorienter. J'ai compris plus tard qu'ils m'avaient conduit en lieu sûr, quelque part dans Karachi. Ce sont deux des hommes alors les plus recherchés au monde qui l'accueillent. Khaled Sher Mohammed, le cerveau des attentats du 11 septembre, et Ramzi Ben Al-Shib, le chef de la cellule de Hambourg. Ils veulent témoigner des préparatifs de l'attaque. Ramzi Ben Al-Shib était assis par terre au milieu de 3 ordinateurs portables. Khaled Sheikh Mohammed avait une demi-douzaine de téléphones mobiles autour de lui. Et Dieu sait combien de cartes SIM qu'il échangeait tout le temps. Il envoyait et recevait sans arrêt des SMS et n'avait pas une minute à lui. On ne peut pas comparer cela avec notre façon de travailler. Ils n'ont pas de bureau, pas de secrétaire, rien de tout cela. Ils sont en fuite. Mais cela dit, il ne faut pas négliger le facteur psychologique. Leur souhait de revendiquer la responsabilité de l'attentat terroriste le plus spectaculaire de l'histoire. Ces deux dirigeants d'Al-Qaïda sont aujourd'hui détenus par les Américains. Mais ils ont fourni de nombreux renseignements établissant leur rôle dans l'attaque du 11 septembre. Le travail d'enquête de Yousri Fouda le prouve. Tout comme ces images fournies par la propre structure de production d'Al-Qaïda. Chaque étape de l'entraînement a été immortalisée pour la postérité. Et les caméramans d'Al-Qaïda n'ont reculé devant rien. Détail horrible d'une préparation minutieuse.
ils sont allés jusqu'à filmer une simulation illustrant la façon d'exécuter les pilotes des avions américains. Ramzi, à un moment donné, a pris une valise pour me montrer ses soi-disant souvenirs de Hambourg, c'est-à-dire un certain nombre d'objets rapportés d'Allemagne et qu'il avait précieusement conservés, comme des CD-ROM comportant des instructions de pilotage, aussi les horaires de compagnies aériennes américaines. De tels documents d'archives terroristes ont été largement exploités dans les productions d'Al-Qaïda. Les glorieuses attaques n'ont été planifiées ni sur ordinateur, ni sur écran radar, mais à l'abri des montagnes. Tel est le commentaire qui illustre ces images qu'Al-Qaïda a gardées secrètes pendant des années et sur lesquelles on peut voir Oussama Ben Laden rencontrant Ramzi, le chef de la cellule de Hambourg. À Londres, vit un autre témoin du djihad des médias, qui fut un fidèle de la première heure. Abdallah Anas était un chef moudjahidine pendant la guerre contre les Russes en Afghanistan. Il est aussi le gendre d'Abdullah Azzam, maître à penser du djihad moderne et ancien mentor de Ben Laden. Mais Anas considère aujourd'hui que son ancien compagnon d'armes, Oussama, est un assassin. Voici les premières images du djihad moderne. Romantisme guerrier de jeunes arabes en Afghanistan, match de football avec Ahmed Shah Massoud, le légendaire dirigeant afghan. Ces films évoquent plus des souvenirs de villégiature exotique qu'un appel aux armes. Abdallah Anas a participé à la création de la première cellule audiovisuelle du djihad. Nous avons fondé une structure appelée le Miroir du Djihad en Afghanistan. C'était un petit bureau qui s'efforçait essentiellement de filmer les combattants arabes en train de faire leurs adieux avant de partir pour l'Afghanistan. Quelques-uns d'entre eux ont été équipés de caméras. Je me souviens d'images des Moudjahidines lors de l'entraînement et aussi pendant les affrontements. Ces vidéos prises sur le terrain et en direct n'avaient rien de professionnel. Ces films d'amateurs devinrent pourtant rapidement un moyen efficace pour faire venir argent et recrues des riches États du Golfe. Ces photos sont issues des premières apparitions de Ben Laden dans une vidéo. Le commentaire le présente comme un chef arabe combattant héroïquement les Russes. De fait, Oussama a compris très tôt quel potentiel il pourrait tirer de ce média. Certains moudjahidines refusaient de se laisser filmer ou photographier pour des motifs religieux. Mais Oussama était tout le contraire. Il lui est même arrivé de demander à des journalistes de le filmer. Il n'était pas homme à rester derrière la caméra. Il voulait être devant l'objectif. Un millionnaire qui renonce à tout pour aller rejoindre le djihad aux côtés de simples combattants. Ces toutes premières images de Ben Laden ont contribué à asseoir sa gloire. Loué soit Dieu qui nous a donné l'occasion de rejoindre le djihad, tout comme il avait accordé cette chance au prophète. West Point, la légendaire académie militaire. C'est ici que l'on forme l'élite des officiers américains. L'offensive de propagande djihadiste y est désormais prise très au sérieux. Outre les classiques de l'entraînement commando ou du combat urbain, les élèves ont dorénavant une nouvelle matière à leur programme, la guerre médiatique. Merci, asseyez-vous. Bien, nous allons poursuivre aujourd'hui la présentation de vos projets. C'est aux groupes 3 et 5 de présenter leurs organisations djihadistes et leurs campagnes d'information. Groupe 3, vous avez la parole. Merci. Nous allons vous briefer sur l'origine de ces groupes avec leurs principaux dirigeants et la raison pour laquelle ils ont été fondés. Puis nous vous présenterons notre site internet et nos vidéos. Les cadets doivent simuler la communication d'une organisation terroriste en réalisant des vidéos avec plusieurs objectifs. Il s'agit de leur montrer la facilité avec laquelle les moudjahidines peuvent exploiter les conséquences de la politique américaine et les erreurs de l'armée. Il faut aussi que les futurs officiers apprennent à se mettre dans la peau de leurs ennemis en Afghanistan ou en Irak.
On se met vraiment à comprendre ce qu'ils ressentent à propos de ce qui se passe actuellement dans leur pays. On peut se mettre dans leur peau. C'est une chose que les gens n'arrivent normalement pas à faire ici. Ils ne sont pas sur place. Ils ne comprennent pas. À West Point, les instructeurs observent de très près la machine de propagande d'Al-Qaïda. Oui, l'objectif de ce cours était de montrer aux cadets comment les terroristes tentent d'instrumentaliser nos propres paroles contre nous. C'est pourquoi nous avons soigneusement étudié les sites web d'Al-Qaïda et quantité de leurs vidéos. Mais Al-Qaïda observe West Point avec une acuité semblable. Dans cette vidéo, le numéro 2 d'Al-Qaïda reprend mot pour mot une étude de l'Académie militaire dont l'idée est de détourner du djihad les groupes islamiques radicaux en leur proposant de l'argent. L'article a été écrit par Jared Brackman, un des enseignants de cette nouvelle matière à West Point. Nous étudions la façon dont ils détournent nos propres informations télévisées pour en tirer des preuves de notre moralité ou de nos turpitudes, ou de toute autre chose susceptible de démontrer la faiblesse de ce pays. Cet homme d'Al-Qaïda qui chante en arabe est en fait originaire de Californie. Il a pour mission d'exploiter les faiblesses des États-Unis. La première question que les Américains doivent se poser est de savoir si l'Amérique a bien été battue. La réponse est oui, et sur tous les fronts. Les Américains et les autres membres de la coalition ont maintes fois prouvé qu'ils n'avaient ni la capacité ni la volonté d'affronter militairement les Moudjahidines, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Mais ils essayent encore de séduire les musulmans. Ils ont aussi perdu cette bataille-là, malgré les sommes considérables englouties en pots de vin et en propagande. Bien que converti à l'islam, Adam Yaryeh Gadan aurait pu devenir cadet à West Point. Mais il a opté pour Al-Qaïda et les États-Unis ont mis sa tête à prix pour $2 millions. Je vais maintenant procéder à la destruction de mon passeport américain. Le front, au sens où nous le connaissions, qu'il soit national ou international, n'existe plus. Le front est désormais partout. Il est à Manhattan, il est ici, il est chez nous. Je pense que les cadets l'ont compris. Berlin. Il s'y dessine un autre front, du moins en ce qui concerne la guerre des médias. C'est en Europe occidentale que la machine médiatique du djihad s'est développée. Les autorités allemandes soupçonnent Reda Sayam d'entretenir des relations avec Al-Qaïda. Lui-même se définit comme journaliste et musulman engagé. Aujourd'hui, ce ressortissant égyptien produit des vidéos sur ceux qui se convertissent à l'islam. Mais il n'y a pas si longtemps, Reda tournait des films d'un autre genre, nettement plus radical. Pendant la guerre en Bosnie, comme des centaines d'Arabes, il était membre d'une brigade de Moudjahidines, en compagnie de nombreux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Il y a filmé des combattants qui ont plus tard été poursuivis pour crimes de guerre. Plusieurs de ses compagnons d'armes se sont rendus coupables d'attentats terroristes en Europe, où on les soupçonne d'avoir fondé des cellules d'Al-Qaïda. Sayam est fier d'avoir contribué au développement des médias djihadistes par son travail en Bosnie. En tant que musulmans, nous remercions Dieu de ce que les médias ne sont plus aux mains des Américains. Il est trop tard pour les Américains. Ils ne peuvent plus faire passer une bonne image d'eux-mêmes par les médias. Le masque est tombé. Il est détruit et c'est leur vrai visage que véhiculent désormais leurs propres armes. Leurs propres armes, ce sont les caméras. Depuis la Bosnie, les caméramans sont considérés comme des combattants du djihad à part entière. Je tiens à dire à mes frères en Allemagne, notamment aux musulmans allemands, que nous devrons rendre des comptes le jour du jugement dernier. Alors, rejoignez le djihad si vous voulez compter parmi les innocents. La Bosnie n'était que le début des tendances à la radicalisation en Europe. Pour Guido Steinberg, spécialiste de l'islam, c'est là un problème qui se complexifie au fil des ans et qui devient sans cesse plus préoccupant.
C'est une machine de propagande très efficace qui est ici à l'œuvre. Il n'y a qu'à regarder l'évolution de l'Internet djihadiste au cours de la dernière décennie. En 2001, tout cela se passait en arabe. Aujourd'hui, nous avons un nombre croissant de sites web turcs, ce qui leur donne une base sociale entièrement nouvelle. Les Turcs ont nettement tendance à se radicaliser à travers ces réseaux, d'où une sensibilité accrue à l'idéologie d'Al-Qaïda en Irak et ailleurs. Ici, en Allemagne, avec plus de 2 millions d'individus, les Turcs représentent le groupe d'immigrants le plus important et c'est aussi le groupe de musulmans le plus nombreux dans ce pays. Si cette tendance à la radicalisation se poursuit parmi les jeunes Turcs, cela va élargir d'autant la base sociale de tout ce djihadisme. Par conséquent, le problème de sécurité que nous avions jusqu'à présent et qui se limitait essentiellement aux jeunes Arabes va devenir sensiblement plus grave. Des vidéos menaçantes sont directement adressées au gouvernement allemand et autrichien. Elles les exhortent à ne pas mettre en danger la sécurité et le bien-être de leur population par le soutien aux États-Unis. La sécurité d'État prend ces menaces très au sérieux. Les attentats ont été évités de peu. Les services spéciaux passent désormais la propagande d'Al-Qaïda au peigne fin. C'est une sorte de testament de martyr à l'état brut. Il fait ses adieux, embrasse son commandant, part, ensuite envoie l'explosion. Voici une vidéo d'Al-Qaïda en Afghanistan. D'après certains indices, des kamikazes allemands cachés dans l'Hindou Kush seraient en train de fomenter des attentats. Et il suffit de peu de temps pour radicaliser un citoyen ordinaire. Pour quelqu'un en quête de spiritualité, à la recherche de son identité personnelle et religieuse, la probabilité est très forte qu'il tombe sur des radicaux. Justement parce que ceux-ci sont proportionnellement très présents sur Internet. Il faudrait que des musulmans modérés, respectueux de la Constitution, occupent une place plus importante dans les médias. Oui, c'est exactement notre problème que les musulmans modérés ne soient pas plus actifs. Sans doute ne sont-ils pas très présents sur Internet, c'est ça? Proportionnellement, en effet. En fait, la propagande augmente constamment et elle est disponible dans de plus en plus de langues. C'est un vrai danger pour notre pays. La jeunesse d'origine musulmane en Europe est un enjeu important parce qu'elle est considérée comme pouvant commettre des attentats plus facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de visa, parce qu'ils ont la nationalité européenne ou américaine. Et les convertis sont une cible encore plus recherchée parce qu'eux passent inaperçus. Jusqu'aux attentats de 2005, Londres a été le centre des médias djihadistes en Europe. Mais malgré le renforcement de la législation antiterroriste anglaise, le radicalisme continue de s'étendre. Nous voulons que l'islam domine le monde. Dans le monde entier, nous voulons que la charia soit appliquée partout. Nul n'est digne d'être obéi si ce n'est le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons fondamentalement que nous allons gagner. Un musulman ne peut pas perdre. Vous pouvez bien occuper nos terres, nous torturer. Ce seront toujours les musulmans qui l'emporteront. Parce qu'Allah, le Dieu Tout-Puissant, nous l'a promis. On s'adresse au public pour lui parler de l'islam et réfuter les calomnies véhiculées par les médias comme la BBC ou CNN. Il faut dire aux musulmans et aux non-musulmans ce qui se passe vraiment, car nous avons ce média qui est Internet, et l'Internet permet d'apprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe vraiment. Et sur Internet, comme dans ce film d'Al-Qaïda, on trouve de jeunes musulmans britanniques encore plus radicaux. Vos gouvernements, démocratiquement élus et décadents, continuent de perpétrer des atrocités contre mon peuple dans le monde entier. En les soutenant, vous vous rendez directement responsable, tout comme je suis directement responsable de la vengeance de mes frères et sœurs. Mohamed Siddiq était un des kamikazes des attentats du métro de Londres. Cette vidéo d'Al-Qaïda en images de synthèse illustre l'assassinat de 52 personnes. Ici, sous ce pont ferroviaire dans l'est de Londres,
ont lieu de soi-disant séminaires sur l'islam qui couperaient le souffle à n'importe quel musulman normalement constitué. À grand renfort de paroles haineuses, l'avocat Anjem Choudary harangue de jeunes musulmans, parmi lesquels de nombreux convertis. Il les prépare au djihad, et pas seulement sur le front des médias. La croisade médiatique n'est pas un phénomène nouveau. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne, en Amérique, en France, en Allemagne, tous les croisés s'unissent pour occuper nos terres, voler nos ressources, tuer nos frères et nos sœurs. Et tous utilisent les médias pour arriver à leur fin. Ils diabolisent les musulmans, ils parlent d'idéologie du mal, on se croirait au Moyen-Âge. Il leur est bien égal de savoir combien de personnes meurent parce qu'ils ne nous considèrent pas vraiment comme des êtres humains. Ainsi, par exemple, quand ils tuent nos frères afghans avec des B-52, leur commandant dira « On ne fait pas le compte des morts ». Mais que quelques individus meurent dans les Twin Towers ou quelques autres dans le métro londonien, et l'on observe alors une minute de silence pour chaque personne décédée. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le Tchèque Oussama Ben Laden ait dit « Comment se fait-il que notre sang ne soit pas vraiment du sang et que seul votre sang soit du vrai sang ?» Aujourd'hui, il faut que les musulmans se préparent et ils vont préparer des armes nucléaires afin de s'engager dans le djihad. On raconte manifestement beaucoup de choses aux informations. Ainsi, la télé anglaise dira qu'un hélicoptère s'est écrasé à cause d'un problème technique. Mais les Moudjahidines, eux, disent la vérité, en prouvant que ce sont eux qui ont descendu cet hélicoptère. En tant que musulmans, on sait bien ce qui se passe en terre musulmane. Chaque fois qu'on regarde la télévision, on a envie de l'éteindre. Aujourd'hui, à vrai dire, je ne regarde plus qu'Internet. Tout le reste agresse l'islam en montrant des femmes nues ou des choses qui sont contraires à l'islam. Une humanité sans morale, des gens qui se trompent, qui couchent avec la femme de leur propre frère. C'est une société en déliquescence et on ne peut plus regarder cette télévision-là. Quand vous êtes assis là, à regarder les infos, vous sentez bien qu'on vous ment. Les radicaux britanniques peuvent trouver la vérité ou ce qu'ils considèrent comme telle sur le site internet d'Omar Bakri, leur dirigeant en exil. Il y a eu un 11 septembre à Manhattan. Dieu bénisse les responsables de ce 11 septembre. Ce 11 septembre-là n'était qu'une réaction à bien d'autres 11 septembre. Tripoli. C'est dans ce port libanais que nous rencontrons Omar Bakri, grand admirateur de Ben Laden et recruteur présumé du djihad. Il est interdit de séjour en Grande-Bretagne, ce qui ne l'empêche pas de continuer ses efforts pour radicaliser la jeunesse musulmane. Depuis sa nouvelle base, il diffuse par Internet ses messages et ses vidéos dans le monde entier. Et il est fier des graines qu'il a semées à Londres. Bien que je sois parti depuis 2 ans et demi, je vois bien que les gens là-bas, mes frères, ceux qui étaient jeunes, font des progrès. Au moins ils s'affirment haut et clair. Mes CD, mes messages radio et vidéo sont largement répandus parmi la jeunesse et dans le monde. Et ils ont vraiment déclenché une sorte de révolution. Les gens ont reçu un message clair qu'ils continuent d'étudier. Et je pense que ça aide les musulmans à comprendre la vraie nature du conflit entre la vérité et le mensonge, à comprendre ce qui s'est passé, à prendre leurs responsabilités, à savoir ce qu'ils ont à faire. Tripoli est la plus grande ville sunnite du Liban. Un environnement idéal au travail d'Omar Bakri, recruteur sympathique et efficace. Il nous montre la vieille ville où il est comme un poisson dans l'eau. Bien sûr, on se sent à l'aise ici. On est avec les nôtres, vous comprenez? Ces gens sont musulmans. On n'a pas de problème comme avec les Américains ou Britanniques qui sont corrompus. Ce sont des musulmans et on peut les saluer d'un salam alaikum. Ils croient en l'appel du cheikh Oussama Ben Laden. Ils le soutiennent. Ils ne le voient pas comme vous en Occident. Vous le voyez comme un terroriste alors que eux le voient comme un héros. Ben Laden, un héros, un symbole. Omar Bakri est un expert en matière de propagande. Il connaît les symboles du djihad et sait les utiliser pour manipuler la jeunesse musulmane. Omar possède quelques chevaux.
Pour les Arabes, les chevaux sont les animaux les plus nobles qui soient, ce qui leur confère une grande valeur de propagande. Les chevaux sont indispensables à la préparation au djihad. Le prophète nous a demandé de prendre soin des chevaux qui sont étroitement liés au jugement dernier. Dans le Coran, le Dieu Tout-Puissant évoque souvent les chevaux. Voilà pourquoi le grand lion de l'islam, Oussama Ben Laden, apparaît fréquemment à cheval. Les chevaux jouent un rôle important dans la formation des guerriers. Parce que dans l'islam, l'équitation, la natation, la chasse, le tir au fusil, le combat font partie intégrante de l'entraînement au djihad. Mais dans les vidéos du djihad global, c'est tout de même le Coran qui est le symbole clé. Al-Qaïda veut faire croire qu'elle suit la parole de Dieu. Le Coran représente l'autorité et la Kalachnikov succède à l'épée comme symbole du pouvoir. Le drapeau noir était la bannière de guerre du prophète Mohammed et Al-Qaïda prétend tuer en son nom. Sur le registre symbolique, Al-Qaïda s'efforce d'abord de s'emparer du symbolisme islamique en général. Tout leur travail consiste à s'annexer le corpus de l'islam complètement et à considérer qu'ils sont les véritables représentants de l'islam, les véritables défenseurs de l'islam exact et authentique, face au dévoiement des oulémas du palais, des princes, des mauvais musulmans. Ben Laden choisit lui-même soigneusement les tenues de ses apparitions sur vidéo. La robe traditionnelle brodée d'or symbolise l'homme d'État. La veste de camouflage signifie « je suis un guerrier ». Là, tout de blanc vêtu, il se veut érudit religieux. En fait, il n'y a pas de normes vestimentaires particulières dans l'islam, du moins pas pour les hommes. Mais les disciples de Ben Laden interprètent jusqu'à la longueur et la couleur de la barbe. L'islam autorise les combattants sur les champs de bataille à se teindre la barbe pour se rajeunir afin d'envoyer aux musulmans du monde entier le message suivant. Je reviens car nous n'avons pas encore déposé les armes. Je crois réellement qu'Oussama Ben Laden prépare une nouvelle vague d'attentats. C'est ma lecture de son dernier message. Il menace, il prévient. Il envoie des signaux à ses frères en Amérique. L'eau est un autre symbole important dans les films du djihad. Le Coran décrit le paradis comme un jardin où rivières, cascades et fontaines récompensent les croyants de délices infinies. Les vidéastes d'Al-Qaïda utilisent ainsi la force symbolique de l'eau pour glorifier les martyrs censés jouir en priorité du jardin d'Éden. Des spécialistes des médias djihadistes, comme Reda Sayam, ont contribué à mettre en place un culte du martyr qui a de quoi laisser perplexe. Quand un combattant musulman meurt, son visage n'est pas celui d'un impie tué à la guerre, même si tous les deux ont été tués avec la même arme. Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez sur le visage du martyr qu'il a vu le paradis qu'Allah lui a promis. On devine sa souffrance, mais il sourit. Peut-être que des non-musulmans ne peuvent pas comprendre ça, mais un musulman a clairement vu sa place au paradis. L'organisation de Ben Laden a perverti le concept musulman classique du martyr. Le martyr équivaut désormais à une mission suicide, même si le suicide est strictement interdit par l'islam. L'essentiel de toute la propagande est le recrutement de volontaires. Soyez convaincus de devoir sacrifier votre vie. Courage. Au début, quand on n'est pas encore habitué à cette idée, cela peut sembler difficile. Mais vous êtes venus ici parce que votre cœur est plein d'amour pour Dieu et son prophète. Et chacun est responsable devant Dieu. Alors persuadez-vous, car plus il y aura de candidats au suicide, plus nous nous rapprocherons de la victoire, si Dieu le veut. Évidemment, le martyr a une très grande force de démonstration symbolique, à la fois parce qu'il sème l'horreur chez l'adversaire, qui le perçoit comme un fanatique contre lequel finalement on ne peut rien, et parce qu'il suscite l'enthousiasme chez les partisans. Donc nous vivons aujourd'hui avec à l'époque de nouveaux héros. Faire des héros modernes, ça signifie qu'on va prendre des individus comme Shehzad Tanwir ou Mohamed Siddiq Khan qui
se sont fait exploser en Angleterre, ou Mohamed Atta qui a dirigé le commando du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center. Et on va en faire des personnages auxquels la jeunesse musulmane et non musulmane doit pouvoir s'identifier. On fabrique ces soi-disant héros en leur lavant le cerveau. Le premier pas consiste à simuler la camaraderie. Les vidéos de recrutement d'Al-Qaïda font volontiers appel au goût de l'aventure et de l'action des jeunes musulmans. Dès qu'une recrue est prête, on filme son testament vidéo soigneusement préparé. On y fait référence à des crimes commis contre l'islam pour justifier son martyre. Si l'attentat réussit, on célèbre ces jeunes gens comme des idoles. Le Caire est la plus grande ville musulmane au monde. C'est le siège de la plus vieille université islamique, longtemps très influente. On y enseigne des valeurs islamiques modérées. Sami Mahmoud et Karim sont des enfants ordinaires de la petite bourgeoisie cairote. Ils étudient le commerce, l'informatique et l'hôtellerie. Ils aiment la pop arabe et le football. Nous voulons savoir comment ils réagissent aux vidéos d'Al-Qaïda. Si vous avez des questions, posez-les à Dieu. Si vous avez des problèmes, référez-vous à lui. La communauté musulmane ne peut être forte que si elle est unie. D'accord, mais pour ce qui est du djihad, est-ce le bon moment? Est-ce le djihad? Il croit en ce qu'il dit. Et il croit vraiment que ce qu'il fait correspond au commandement de Dieu. Oui, mais le vrai problème, c'est qu'il tue des civils. Ils font des actions légitimes. Mais tuer des innocents, c'est inadmissible. Qui leur donne le droit? Je suis d'accord. Mais tout cela, c'est la faute des pays occidentaux. Ce sont eux qui ont provoqué ça. Ce n'est certainement pas bien de tuer des civils. Mais quand ton pays est occupé, en grandissant, tu deviens moudjahidine, résistant ou guerrier. C'est à cause de la politique des occupants. Et n'allez pas croire que tout cela finira avec la mort de Ben Laden. Il y aura des milliers d'autres Ben Laden. Par exemple, ces images de Twin Towers qui s'effondrent m'inspirent deux sortes de sentiments. Quand je vois ça, d'un côté, je suis triste. Mais d'un autre côté, j'ai un sentiment de fierté. Quand vous pensez à tout ce que les Américains ont pu faire en Irak ou en Palestine et partout dans les pays arabes. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu asséner un grand coup à la puissance américaine. Ce sont des jeunes gens formés ici, en Afghanistan, qui ont humilié cette superpuissance. Ce genre de paroles ne lasse pas les jeunes Arabes indifférents. Il a une forte personnalité, c'est tout. Ses paroles sont fortes, elles ont de la grandeur. Et on a l'impression qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. Les érudits religieux égyptiens très qualifiés ont longtemps joui d'une grande considération. Mais la propagande djihadiste les discrédite en dénonçant leur prétendue vénalité. L'imam Khattab attribue cette radicalisation croissante et son impuissance à changer les choses à la politique américaine, mais aussi à son propre gouvernement. Le problème, c'est que les gouvernements du monde islamique tentent de contrôler les établissements religieux et de limiter leur marge de manœuvre. Nous sommes même moins subventionnés que le cinéma ou le théâtre. Mais les gens nous croient au service du gouvernement. En comparaison, les jeunes trouvent que Ben Laden et ses disciples sont libres et indépendants. Retour à West Point. Les cadets se penchent aujourd'hui sur un nouveau phénomène apparu grâce à Internet. Les premiers cas de ce que l'on appelle en Amérique du Nord les moudjahidines instantanés, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont été radicalisés uniquement par le truchement du cyberespace.
L'affaire de Toronto maintenant. Alors, qu'y y a-t-il de particulier dans ce cas? Quels sont les éléments qui le distinguent des autres cas que vous avez pu étudier? Il y a 2 points à retenir. D'abord, ce sont des gens qui n'ont pas voyagé. Ils ne sont jamais allés outre-mer comme dans d'autres groupes. Ensuite, ils ont été recrutés dans les écoles, ce qui est un vrai problème. La planification d'attentats, l'entraînement, la recherche d'informations et tout ça dans le confort de leur banlieue tranquille. Ce que Al-Qaïda cherchait là, c'est que le mouvement s'autonomise. Les gens s'impliquent désormais personnellement, plutôt que de se reposer sur un chef de cellule ou d'attendre qu'Oussama Ben Laden diffuse un message particulier. Ils se demandent comment passer eux-mêmes à l'acte, comment frapper ce qu'ils considèrent comme l'ennemi global. Le plan présumé de la cellule de Toronto était de faire sauter le Parlement et de décapiter le Premier ministre. Nous avons interviewé l'un des suspects. Le droit canadien requiert l'anonymat pour les mineurs. Sur le web, les informations sont différentes. On finit par se dire que si ces gens combattent, s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est que Dieu les aide. À partir de là, et si en même temps des gens te montrent des versets du Coran qui disent que Dieu aide ceux qui font cela, on finit par être complètement dérouté. Et on se dit que ce qu'ils font est une bonne chose. Tom Quiggin, un ancien des services secrets, est l'un des meilleurs spécialistes canadiens de la radicalisation de la jeunesse. Ils sont passés maîtres dans l'art de la propagande et ils font un excellent travail. Non seulement leur message est clair, mais les méthodes utilisées comme les vidéos sont à la pointe du progrès. La plupart des vidéos réalisées par Al-Sahab, la structure de production d'Al-Qaïda, sont techniquement presque aussi bonnes que celles de MTV. Leur message est très clair. Le monde musulman est attaqué par les États croisés d'Occident. Si les musulmans veulent retrouver leur fierté et leur liberté, ils doivent inlassablement combattre l'Occident. C'est clair et simple, mais nous n'avons pas de message pour contrer cela. De plus en plus de vidéos n'incitent pas seulement à se faire exploser. Elles fournissent aussi le mode d'emploi. Ici, on explique la fabrication d'un gilet d'explosifs. Voici un extrait. Une fois que vous avez mis la colle sur les billes métalliques, vous pouvez modeler cette masse de façon à pouvoir la glisser dans la veste. Voici ce que cela donne. On vous montre même l'effet produit dans un autobus. Le djihad global, Oslo. Les troupes norvégiennes participent depuis des années à des missions de l'ONU et de l'OTAN, notamment en Afghanistan. Le ministère de la Défense dispose d'un groupe de recherche très compétent sur l'islam radical. L'homme de cette vidéo, Abu Musab al-Souri, est inconnu du public. Mais Brynjar Lilja, le patron des chercheurs norvégiens, est convaincu qu'il est presque aussi important pour Al-Qaïda que Ben Laden. Brynjar a publié le premier ouvrage sur ce mystérieux djihadiste. Né en Syrie, mais détenteur d'un passeport espagnol, al-Souri parle 4 langues. Il a reçu un entraînement de combattant d'élite. Mais ce qui rend cet ingénieur et historien vraiment dangereux, c'est son rôle de stratège de la nouvelle Al-Qaïda. Ici, il explique que les djihadistes ne doivent pas tant former de groupes organisés qu'un mouvement flexible qui puisse répandre partout idées et plans via Internet. Al-Souri a vraisemblablement été arrêté au Pakistan en 2006 par les Américains. Mais ses nombreux textes et vidéos continuent d'inspirer les islamistes radicaux. What he suggests is that the message should be directed towards Al-Souri recommande de diffuser les messages directement vers les masses au lieu de se limiter à une élite. Les messages doivent être adaptés aux différents groupes ciblés. Il faut produire une gamme diversifiée d'outils de propagande pour répondre aux besoins des groupes djihadistes.
movement, including educational material, du matériel didactique, des films d'entraînement, des produits destinés à effrayer l'ennemi, des vidéos célébrant le martyre et stimulant le moral des recrues. Beaucoup de choses comme ça. La fabrication de ces nouveaux produits destinés à soutenir le moral des troupes tourne à plein régime. Cette chanson rap, appelée Sales infidèles, n'est qu'un exemple parmi les messages du djihad moderne. Un texto pour Noël. Tel est le titre de ce clip cynique et brutal d'un groupe irakien. Les jeux vidéo sont la dernière trouvaille du répertoire d'Al-Qaïda. On pourrait considérer tout cela comme une plaisanterie de mauvais goût dans l'espace virtuel, si ces mêmes pages web nous fournissaient aussi le mode d'emploi pour le montage, l'entretien et l'utilisation de fusils d'assaut. Les experts norvégiens savent que les sites web doivent emporter la confiance des sympathisants. Alors le djihad médiatique dispose de ses propres canaux de distribution. On appelle Société djihadiste de médias une entité qui se présente en tant que groupe de communication et qui produit, reproduit et distribue du matériel de propagande sur Internet. La plupart sont probablement des travailleurs indépendants. Ils n'exercent pas nécessairement dans la même zone géographique, mais peuvent collaborer sur différents projets via Internet. Ces groupes de communication cherchent parfois du personnel qualifié, des gens maîtrisant le montage ou la traduction en telle ou telle langue. Ces cellules se répartissent sur toute la planète. Elles sont dans le collimateur des États-Unis. Il faut arrêter ces types et empêcher les webmestres de nuire, de communiquer ces informations, cette propagande. Il faut fermer leurs sites. Ces stratèges qui lisent Sun Tzu, Clausewitz et nos grands historiens militaires, qui étudient aussi notre propre stratégie militaire afin d'en faire usage contre nous, ces gens doivent être réduits au silence. Ce n'est pas si simple. Le Saoudien Al-Masari est connu pour distribuer de la propagande djihadiste en toute légalité. Sur son site web, il est seulement indiqué qu'il décline toute responsabilité. C'est la chose la plus simple du monde que d'envoyer et de télécharger des vidéos. Celui qui fait les films n'a qu'à aller dans un café internet de Bagdad avec une clé USB. Il envoie le film sur un site secret quelque part sur la planète, peu importe où. Puis, il appelle un ami, disons à Hong Kong, je choisis ça arbitrairement, et il dit par exemple, ta tante arrive demain par avion. Ça veut dire qu'il y a une vidéo à télécharger, ce que font nos dizaines de milliers de membres de par le monde. La contre-attaque américaine est claire, détruire le plus grand nombre de sites web et empêcher les envois. Vous aurez peut-être constaté, en essayant de télécharger ces films, qu'au bout de 8 à 12 heures, les Américains ont compris la manœuvre et détruit le site. Mais heureusement, quelques centaines de milliers de personnes auront déjà téléchargé la vidéo pour l'envoyer à des amis, qui l'enverront à d'autres amis. Et tôt ou tard, ces images se répandront aux quatre coins du globe. West Point. L'armée américaine s'intéresse aussi à des vidéos horribles qui ont répandu la terreur dans le monde entier. Des vidéos d'exécution et d'otages. À West Point, les cadets rejouent même certaines scènes de ces films pour en discuter en classe. Je pense que cela nous permet de mieux comprendre notre ennemi dans le type de combat que nous avons à livrer. Il n'y a plus de front, plus de tranchées. Avec ça, on sait à quoi s'attendre dans ce genre de lutte. Al-Qaïda a longtemps justifié ces vidéos barbares par leur effet démoralisant sur l'armée américaine et ses alliés. À Paris, nous rencontrons Georges Malbruno, qui a lui-même fait l'expérience dramatique des films d'épouvante djihadistes.
Ce journaliste du Figaro a été retenu en otage en Irak durant 3 mois par un groupe qui a exécuté bon nombre de ses prisonniers. Dire à ma famille d'abord que tout va bien, on est donc gardés, on est... C'était effectivement notre grande hantise, c'était de nous retrouver en tunique orange et parce qu'on savait que là c'était l'antichambre de la mort. Et donc là on avait très peur parce qu'ils utilisent, ils sont machiavéliques et ils utilisent les mêmes armes que l'Occident. Ils prennent l'Occident au mot et en faisant revêtir les otages de la tenue orange, ils leur renvoient un miroir. Le miroir est celui du camp de Guantanamo. L'Occident nous a déclaré la guerre, nous on répond, il faut porter la peur dans votre camp. Donc c'est bien aussi pour ça d'ailleurs que les vidéos montent dans la dramatisation. Quand ils ont montré en vidéo Kenneth Bigelow, l'anglais, en tenue orange dans une cage, là je veux dire c'est absolument abject, quoi. Donc ils utilisent, c'est du sadisme, il y a un machiavélisme terrible. Donc toutes ces vidéos, ils savent très bien les utiliser, ce sont les cinéastes de l'horreur. Même les sympathisants d'Al-Qaïda ont fini par trouver que ces vidéos poussaient l'horreur trop loin. Leur production a été provisoirement arrêtée, mais certains musulmans radicaux les défendent toujours. Le jour où Bigelow a été décapité, mon propre frère et les collègues de bureau m'ont crié « Vous les musulmans, comment pouvez-vous faire des choses pareilles? Comment osez-vous » Et je leur ai répondu « Comment pouvez-vous parler d'un mécanicien d'aviation dont le travail consistait à réparer des hélicoptères avec lesquels on tire sur des femmes et des enfants? Comment osez-vous parler de cet homme-là sans jamais me demander ce que je ressens pour les femmes et les enfants qui sont massacrés tous les jours dans les pays musulmans et de par le monde, violés par les soldats ?» Fin de semestre à West Point. Le temps est venu pour les cadets de faire le bilan de leur formation à la guerre médiatique. Les vidéos de propagande nous donnent un aperçu de leur tactique, de leur façon de mener des attaques, qu'il s'agisse de bombes ou d'enlèvements. Ces vidéos sont assez intéressantes en elles-mêmes, parce qu'elles nous apportent au moins des bribes d'informations sur les capacités de ces organisations. Tirer militairement profit des films de propagande est une chose. Contrarier la machine médiatique d'Al-Qaïda en est une autre. L'armée américaine en a fait l'expérience quand elle a tenté de ridiculiser Zarqawi, l'ancien chef d'Al-Qaïda en Irak. Nous avons diffusé cette vidéo qui le montre menant fièrement ses troupes dans le désert et tirant à la M249, une mitrailleuse légère. Puis nous avons saisi ceci. En réalité, le lion de Mésopotamie, comme aime à l'appeler Al-Qaïda, ne savait pas tirer. L'armée américaine a mis ces images sur Internet. Après que nous ayons diffusé cette vidéo à Bagdad, nous avons fait faire une étude pour voir si, oui ou non, il y avait eu une résonance quelconque parmi les communautés djihadistes en ligne. Et nous avons constaté que cela n'avait pratiquement eu aucun effet. La plupart des gens l'ont ignoré. Nous en avons conclu que c'était parce que cela venait de nous, Américains, et que nous suggérions aux gens ce qu'ils devaient en penser. Zarqawi a été tué par une bombe américaine, mais il est entré dans la légende des musulmans radicaux. Les Américains ont compris leurs problèmes de crédibilité dans le monde islamique. En tant qu'Américains et Occidentaux, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour discréditer Al-Qaïda et les mouvements qui lui sont associés. Il faudrait que des voix s'élèvent au sein de l'islam lui-même. On en a des exemples. Cette vidéo d'Arabie Saoudite, la patrie de Ben Laden, ressemble à un film d'Al-Qaïda. Elle a pourtant été réalisée à partir de films confisqués et elle est dirigée contre l'organisation terroriste. Après un programme de rééducation, les recrues d'Al-Qaïda regrettent même les méfaits qu'ils avaient l'intention de commettre. Se faire exploser, se suicider signifie aussi tuer d'autres gens. C'est ça le problème. Personne n'était conscient de l'ampleur des dégâts que cela pouvait occasionner. C'était de la folie. Voici la construction d'une voiture piégée filmée par un caméraman djihadiste. L'attentat projeté a pu être empêché. De nombreux Saoudiens pensent que les vidéos anti-Al-Qaïda sont une arme efficace dans la lutte contre le terrorisme. Londres.
Abdallah Anas, un des pionniers du djihad des médias, est aujourd'hui un opposant de poids à la terreur aveugle. Il écrit un livre sur sa vie de combattant lors de la guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique. Lui et bon nombre de ses camarades d'alors condamnent la voie sanglante qu'a pris Ben Laden. Les médias ont joué un rôle très important dans la diffusion du djihad. Bien sûr, quand ce sont des érudits religieux qui contrôlent l'idée du djihad, c'est complètement différent. L'idée de djihad est en train de dévier sérieusement. Maintenant, tout le monde veut parler du djihad. Mais quelle sorte de djihad? Le fait de tuer des civils, de détourner des avions, d'enlever des touristes. Personne n'est à l'abri. Femmes, enfants, occidentaux ou non, musulmans ou non. Abdallah a connu le véritable djihad, alors que les jeunes Anglais récemment convertis à l'islam croient plutôt au message de la machine médiatique des radicaux. Ces gens viennent en terre musulmane, peu importe pourquoi. Qu'il s'agisse d'une guerre, pour la chrétienté, pour l'antéchrist ou pour le pétrole est sans importance. Ils viennent en terre musulmane, ils massacrent des musulmans et s'attendent à ce qu'il n'y ait aucune réaction. On peut bien avoir 50 milliards de vidéos djihadistes, mais si l'Amérique et la Grande-Bretagne n'attaquaient pas les musulmans, il n'y aurait pas de djihadistes. C'est aussi simple que ça. Ce ne sont pas ces vidéos qui radicalisent les jeunes musulmans. Ce sont les pays qui procèdent à des bombardements massifs qui les radicalisent. C'est là qu'il faut chercher la cause, et non pas dans les vidéos qui se contentent de montrer ce qui se passe réellement, au lieu de ces infos à la guimauve qu'on nous sert ici. Si avec le djihad des médias, Ben Laden et Al-Qaïda n'ont pas atteint leur objectif de mobiliser les masses musulmanes, quelques minorités isolées prennent leur message non seulement comme une vérité, mais aussi comme un appel aux armes. On ne pourra vraiment s'opposer au danger de la radicalisation que si l'on comprend le fonctionnement de la machine de propagande djihadiste. Allah